L'alcool et la conduite ont toujours été un mélange mortel, mais certains accidents causés par cela se distinguent par leur caractère particulièrement choquant et inoubliable. Dans cette vidéo, nous allons voir 5 histoires vraies de décès liées à l'alcool au volant qui vont bien au-delà de simples accidents. Des cas où un seul choix imprudent a mené à la destruction, au choc et à la tragédie qui hantent encore des vies aujourd'hui. Nous sommes le 27 septembre 2015, à Vaughan, en Ontario. Un paisible dimanche après-midi. La famille Neville Lake faisait une simple sortie en minivan. À bord, 6 personnes. Gary Neville, 65 ans, son épouse Nerissa, sa belle-mère Josephina Frius et les 3 enfants du couple, Daniel, 9 ans, Harrison, 5 ans, Emily, 2 ans. Rien ne laissait présager un drame ce jour-là jusqu'à ce qu'ils atteignent l'intersection de Kirby Road et Kipling Avenue. Au même moment, Marco Muzzo, 29 ans, rentrait de son enterrement de vie de garçon à Miami. Il avait énormément bu, y compris dans son jet privé de retour vers Toronto. Il monta dans son Jeep Cherokee noir en sortant de l'aéroport Pearson. Plus tard, il avoua avoir cru pouvoir tenter sa chance, une décision qui allait bouleverser des vies à jamais. Vers 16 h, les pompiers et secouristes de Vaughan sont appelés sur un grave accident. 2 véhicules détruits, un minivan familial et un Jeep Cherokee. Muzzo avait grillé un stop à 85 km/h dans une zone résidentielle. Son Jeep percuta violemment le côté conducteur du minivan dans une collision hantée. À l'intérieur, la famille fut broyée. Plus de 30 secouristes tentèrent de les sauver. 4 furent réanimés simultanément, mais trop tard. Daniel, 9 ans, mourut sur le coup. Harrison et Millie furent déclarés en mort cérébrale avant de s'éteindre à l'hôpital. Leur grand-père Gary fut également déclaré mort. Nerissa et Josephina survécurent, mais gravement blessés. Des témoins remarquèrent que Muzzo titubait, confus, incapable de tenir debout et qu'il avait même perdu le contrôle de sa vessie. Une prise de sang révéla un taux de 245 mg d'alcool pour 100 ml, soit presque 3 fois la limite légale. Il fut arrêté sur place. Le drame fit la une le soir même. Jennifer Neville Lake, la mère des enfants, reconnut le minivan de sa famille aux informations. La police la conduisit à l'hôpital où elle dut identifier ses enfants et son père. En un seul instant, elle avait perdu ses 3 enfants et son père. Le choc bouleversa tout le Canada. Beaucoup se demandèrent comment quelqu'un issu d'une famille riche, déjà connu pour sa conduite dangereuse, pouvait encore rouler librement. Muzzo comptait 10 excès de vitesse antérieurs et une arrestation en 2012 pour ivresse publique après une bagarre en boîte de nuit. En février 2016, il plaida coupable à 4 chefs d'accusation pour conduite avec faculté affaiblie causant la mort et 2 pour lésions corporelles. Un mois plus tard, il fut condamné à 10 ans de prison et 12 ans d'interdiction de conduire. La peine la plus lourde jamais prononcée au Canada pour une première condamnation de ce type. Mais pour la famille Neville Lake, ce n'était pas suffisant. Muzzo purgea sa peine dans un établissement à sécurité minimale. En 2018, sa demande de libération conditionnelle fut rejetée, mais en 2020, il obtint une semi-liberté, puis fut libéré totalement en 2021 après moins de 5 ans de détention. Sa sortie s'accompagnait de restrictions, mais beaucoup estimèrent que justice n'avait pas été rendue. Pour la famille Neville Lake, le poids du drame était insupportable. Jennifer révéla qu'elle était enceinte au moment de l'accident, mais qu'elle avait perdu le bébé peu après. Son mari, Edward Lake, sombra dans la dépression. Il confiait souvent vivre dans un cauchemar et lutter contre ses pensées noires. Le 20 juin 2022, Edward fut retrouvé mort à l'âge de 49 ans. Jennifer écrivit alors « Le père de mes enfants, Edward Lake, a rejoint nos petits pour qu'ils puissent jouer ensemble pour toujours. Mahal Kita, Edward. » Mahal Kita signifie « Je t'aime » en tagalog, langue des Philippines. Plus tard, Jennifer créa une association à but non lucratif, Many Hands Doing Good, pour aider les enfants confrontés au traumatisme. Chaque année, elle dépose sur les tombes de ses enfants leurs boîtes à déjeuner restées intactes, en écrivant la classe qu'ils auraient dû intégrer. Après la libération de Muzzo, des pétitions réclamèrent que le nom de sa famille soit retiré des bâtiments financés par leur empire du BTP milliardaire. Mais les hôpitaux et institutions refusèrent, y compris l'hôpital Sick Kids, le même où 2 des enfants avaient été déclarés morts. En 2020, Muzzo déclara « J'ai été négligent, je vivrai avec ça jusqu'à la fin de ma vie ». Mais pour Jennifer, la réalité est tout autre. Elle a perdu ses enfants, son père et plus tard son mari. Pendant que Marco Muzzo marche libre aujourd'hui, sa famille à elle ne sera plus jamais entière. Nous sommes le 1er février 2020 à Oatlands, une banlieue tranquille à l'ouest de Sydney. Pour les familles Abdallah et Saker, c'était un samedi comme les autres. 7 enfants, Anthony, Angelina et Sienna Abdallah, leur cousine Véronique Saker, ainsi que 3 amis, se rendaient à une petite boutique du quartier pour acheter des glaces. Une simple sortie qui allait basculer en tragédie en l'espace de quelques secondes. Au même moment, Samuel William Davidson, 30 ans, conduisait son 4x4 Mitsubishi bleu. Mais il ne faisait pas que rouler vite. Il avait passé la journée à boire et consommer des substances. Dès 7 h du matin,
il avait enchaîné bière, rhum, vodka et autres alcools. Les analyses toxicologiques révéleront plus tard la présence de MDMA et d'autres drogues dans son organisme. Des témoins l'avaient aperçu torse nu, hilar, faisant des gestes obscènes par la fenêtre, alors qu'il traversait à toute allure les banlieues du nord-ouest de Sydney. Il avait grillé des feux rouges, zigzagué d'une voie à l'autre et même forcé un motard à quitter la route pour éviter la collision. Lorsqu'il arriva sur Bington Road à Oatlands, Davidson roulait de façon totalement irresponsable. Une rue résidentielle, calme, absolument pas faite pour la vitesse. Mais à l'approche d'un virage en descente, il poussa son véhicule à près de 133 km/h dans une zone limitée à 50. Au moment de l'impact, il roulait encore à environ 111 km/h. Il perdit le contrôle. La voiture monta sur le trottoir et percuta le groupe d'enfants par derrière, éparpillant les victimes sur plus de 17 mètres. 4 enfants furent tués sur le coup. Anthony, 13 ans, Angelina, 12 ans, Sienna, 8 ans, Véronique, 11 ans. 3 autres furent grièvement blessés. L'un d'eux, Charbel Cassas, plongea dans le coma pendant plusieurs semaines, mais survécut miraculeusement. Davidson, lui, sortit de la voiture indemne. Des témoins l'entendirent répéter « Qu'est-ce que j'ai fait ? Je vais aller en prison ». Les secours arrivèrent rapidement, mais il était trop tard. En quelques minutes, près de 200 personnes s'étaient rassemblées, accablées de chagrin. La police dut même faire appel aux unités anti-émeutes pour maîtriser la foule. Ce soir-là, Davidson fut filmé torse nu et menotté, emmené par les officiers. Le lendemain matin, les caméras se massèrent devant la maison des Abdallah. Mais le père, Danny Abdallah, prit la parole, en larmes. Il décrivit chacun de ses enfants. Anthony adorait le basket et voulait rendre hommage à Kobe Bryant lors de son prochain match. Angelina était sa petite aide précieuse. Sienna, la comédienne de la famille, toujours pleine de vie et d'énergie. Ses enfants marchaient simplement, innocemment, dit-il. Et maintenant, j'ai perdu 3 d'entre eux. Incroyablement, son épouse Leila parla elle aussi. Malgré sa douleur, elle déclara qu'elle ne haïssait pas Davidson. Les parents de Davidson dirent que leur fils était un bon garçon qui avait commis une erreur dévastatrice. Des années plus tôt, sa sœur était décédée de la mucoviscidose. Depuis, il s'était réfugié dans l'alcool. En avril 2021, Davidson plaida coupable à 9 chefs d'accusation, dont 4 d'homicide involontaire. Il fut condamné à 28 ans de prison avec une période de sûreté de 21 ans. En appel, sa peine fut réduite à 20 ans avec un minimum de 15 ans à purger. En prison, Davidson se tourna vers la foi, étudiant la Bible et assistant à la messe. Avec le temps, il rencontra même Danny Abdallah en face à face. Ils prièrent ensemble. Danny évoqua chacun de ses enfants. Quand on lui demanda si Davidson devait rester en prison, Danny répondit « Si c'était à moi de décider, je le ferais sortir demain. La vraie justice, c'est d'avoir mes enfants de retour. » En 2024, lorsque les Abdallah accueillirent la naissance de leur 8e enfant, Davidson appela depuis la prison pour les féliciter. Le drame d'Oatlands bouleversa toute l'Australie. Des milliers de personnes assistèrent aux veillées, déposant fleurs et photos sur le lieu de l'accident. Au tribunal, les familles des victimes livrèrent des témoignages poignants. La mère de Véronique déclara « Aucun tribunal. Aucune peine ne pourra jamais compenser ce que nous avons perdu. » Les Abdallah répétèrent toujours le même message, pas la colère, mais le pardon. Comme le dit Danny, il n'y a pas de vainqueur dans cette histoire. Tout ce que nous pouvons faire, c'est essayer de trouver un peu de joie au milieu de la douleur. Nous sommes le 9 février 2014 à Diamond Bar, en Californie. Olivia Caroli Culbraith, 21 ans, était une jeune maman originaire de Fontana. Son fils n'avait que 11 jours. Ce matin-là, de très bonne heure, Olivia prit une décision qui allait bouleverser de nombreuses vies. Aux alentours de 4h40, elle monta dans une Chevrolet Camaro rouge après avoir bu et s'engagea à contresens sur l'autoroute. Les témoins commencèrent à appeler le 911, signalant une Camaro rouge filant vers le nord dans les voies sud de l'autoroute 57. Peu après, la même voiture fut repérée roulant vers l'est dans les voies ouest de l'autoroute 60. Un appelant prévint « Quelque chose de terrible va arriver ». Quelques instants plus tard, la Camaro d'Olivia entra en collision frontale avec un Ford Explorer rouge. L'impact fut si violent que les deux véhicules furent littéralement pulvérisés. Dans l'Explorer se trouvait une famille de 4 personnes. Gregorio Mejia Martinez, 47 ans, son épouse Laeticia Ibarra, 42 ans, leur fille Jessica Jasmine Mejia, 20 ans, et la grand-mère de Jessica, Esther Delgado, 80 ans. Tous les 4 furent tués sur le coup. Dans la Camaro d'Olivia, sa sœur Maya Louise Culbraith, 24 ans, et son amie Kristen Melissa Young, 21 ans, perdirent également la vie. Olivia fut la seule survivante. Un autre conducteur, Joel Cortés, 57 ans, se retrouva pris dans le carambolage avec son Ford Freestyle. Miraculeusement, il survécut avec des blessures mineures. Il raconta plus tard avoir quitté sa maison ce dimanche matin comme d'habitude, puis avoir vu surgir une tache rouge avant un choc monumental. Il observa autour de lui les carcasses de voitures, les morceaux de métal et les corps gisant sur la route. Pensant qu'il n'allait pas survivre, il appela ses enfants pour leur dire adieu. Les secours arrivèrent rapidement. Olivia, grièvement blessée,
fut hospitalisé pendant plusieurs semaines, puis transféré au centre de détention Twin Towers de Los Angeles. La nouvelle se répandit vite. Beaucoup furent choqués qu'une si jeune mère, à peine 2 semaines après son accouchement, ait causé l'un des pires accidents de contresens de l'histoire de la Californie. Les analyses révélèrent un taux d'alcoolémie de 0,15%, soit presque le double de la limite légale. Une canette de bière de 70 centilitres fut retrouvée dans sa voiture. Des vidéos de surveillance montrèrent qu'elle avait passé une partie de la nuit dans un bar de Fullerton. L'enquête révéla aussi son passé de conduite dangereuse. Condamnée à 17 ans pour conduite en état d'ivresse après avoir percuté un poteau, permis suspendu plusieurs fois, dont une pour négligence. Ironie tragique, son permis venait tout juste d'être rétabli quelques jours avant le drame. Les autorités l'avaient même averti qu'une nouvelle infraction grave pourrait entraîner des accusations de meurtre. Au tribunal, Olivia fut inculpée de 6 chefs de meurtre au second degré. Après plusieurs années de report, en mai 2018, elle plaida « no contest », ni coupable, ni non coupable, mais acceptant la condamnation. Elle assuma toute la responsabilité, déclarant qu'elle priait chaque jour pour les familles des victimes et qu'elle aurait souhaité échanger sa place avec celles et ceux qui étaient morts. Même la mère d'Olivia témoigna, affirmant que sa fille avait toujours voulu aider les autres et qu'elle élevait désormais son fils à travers les visites au parloir. Un avocat décrivit Olivia comme profondément remplie de remords, expliquant qu'elle se demandait sans cesse pourquoi elle avait survécu. Mais le juge rejeta toute demande de peine réduite et la condamna à 30 ans à perpétuité, soit 5 ans par vie perdue. Le procureur ajouta que malgré ses excuses, la défense d'Olivia avait parfois tenté de minimiser sa responsabilité. À la sortie du tribunal, la mère de Kristen déclara « Je crois qu'Olivia savait qu'elle avait dépassé la limite, mais elle pensait que rien n'arriverait. » Aujourd'hui, Olivia est toujours incarcérée. Elle ne pourra demander une libération conditionnelle qu'après 25 ans. En attendant, elle vit avec le souvenir de cette nuit qui a fait 6 morts et laissé derrière elle un sillage de douleur qui ne s'effacera jamais. Nous sommes le 28 juin 2024, à Deer Park, Long Island, un vendredi après-midi tranquille. Les gens faisaient leurs courses, profitaient du soleil d'été et se préparaient pour le week-end. Au Hawaii Nail & Spa, à une 60aine de kilomètres de New York, le salon était animé. Des clientes discutaient avec leurs esthéticiennes, loin de se douter que le danger allait surgir d'une seconde à l'autre. Parmi elles se trouvait Amelia Reinach, 30 ans, policière au NYPD. Elle était en congé et faisait ses ongles pour assister, le soir même, au mariage d'une collègue. Amelia avait rejoint la police en 2018 et travaillait au 102e commissariat du Queens. Son mari, Carl Reinach, était lui aussi détective au NYPD. Tous deux s'étaient mariés en septembre, mais Amelia n'arriva jamais au mariage. À 16h30, un Chevy Traverse 2020 conduit par Steven Schwally, 64 ans, quitta brutalement la route, traversa le parking et fonça tout droit dans le salon. L'accélérateur était enfoncé presque à fond. Le SUV roulait à 125 km/h, bien au-delà de la limite autorisée. Le véhicule défonça la vitrine, détruisant fauteuils, murs et équipements. Des cris déchirèrent la pièce. 4 personnes furent tuées sur le coup. Amelia Reinach, 30 ans, Jiankai Kenchen, 37 ans, propriétaire du salon, Yan Shu, 41 ans, employé, Maisie Zhang, 50 ans, manucure. 9 autres furent grièvement blessés, dont une fillette de 12 ans. Wenjun Chang, 35 ans, épouse de Jiankai Chen, Anna Garcia, 53 ans, Nicole Mi, 44 ans, Michael Mahali, 58 ans, Carole Garcia, 23 ans, Tony Sachante, 32 ans, Crystal Rodriguez, 37 ans, Nicole Sachante, 55 ans, et l'enfant non identifié. Les caméras de surveillance révélèrent le parcours de Schwally plus tôt dans la journée. À 11h, il était entré dans un magasin d'alcool pour acheter 2 bouteilles de Montebello Long Island Iced Tea, une boisson fortement alcoolisée. Le caissier expliqua qu'il était un client régulier. Ensuite, il fut vu conduisant dangereusement autour de Deer Park. Vitesse excessive, virage serré, quasi-collision avec des piétons. Une témoin raconta que sa mère avait décrit le SUV comme une balle, juste avant qu'il ne s'écrase dans le salon. Dans sa voiture, la police retrouva les bouteilles vides. Une autre, encore pleine, fut découverte dans sa chambre d'hôtel. Schwally admit avoir bu 18 bières la veille au soir, ne s'étant arrêté qu'à 4h du matin. Interrogé, il ne posa aucune question sur les victimes. Au lieu de cela, il déclara « Je n'ai enfreint aucune loi. Puis-je récupérer mon permis? Je suis un marine. » Les policiers notèrent son élocution pâteuse, ses yeux injectés de sang et l'odeur d'alcool. Son taux d'alcoolémie était de 0,17%, plus du double de la limite légale. Ce n'était pas sa première infraction. En 2013, il avait été arrêté après avoir percuté une boîte aux lettres, puis retrouvé endormi dans sa voiture, moteur allumé. Il avait plaidé coupable et son permis avait été suspendu. Son frère révéla plus tard que Steven avait un long passé de conduite en état d'ivresse, refusant parfois même les tests d'alcoolémie. Il le décrivit comme agressif et tourmenté, ajoutant « C'est comme mon pire cauchemar devenu réalité. Je me sens terriblement mal pour les innocents blessés. » Le 1er août 2024, Schwally comparut devant le tribunal, inculpé de 38 chefs d'accusation, dont homicide involontaire au second degré, agression par véhicule, conduite dangereuse et homicide aggravé par véhicule.
possible. Il plaida non coupable et fut placé en détention sans possibilité de libération sous caution. En cas de condamnation, il risque 25 ans à perpétuité. Dans la salle d'audience, Karl Reinach était présent. À l'énoncé des charges, il éclata en sanglots. La femme qu'il venait d'épouser venait de lui être arrachée. Les autres familles étaient elles aussi brisées. Jiang Kai-chen laissait derrière lui sa femme et 2 enfants. Yan Shu soutenait sa mère malade et son fils en Chine. Le salon n'était plus qu'un amas de verres brisés, de mobilier détruit et toute une communauté sous le choc. En ligne, les habitants exprimèrent leur colère et leur chagrin, exigeant que Shuali ne soit jamais remis en liberté. Le procureur du comté de Suffolk déclara que Shuali n'avait montré aucune considération pour la sécurité publique. Le commissaire du NYPD, Edward Cabin, rendit hommage à la mémoire de l'agent Reinach, exprimant son soutien à son mari, à sa famille et à toutes les victimes de cette tragédie. Le 28 juin devait être une journée ordinaire. Elle s'est transformée en drame. Shuali croupit derrière les barreaux en attente de son jugement. Il était un peu après minuit, le 21 février 2025, à Miami Beach, en Floride. Gabriela Alejandra Rios Flores, 19 ans, étudiante internationale venue du Salvador, se trouvait sur le bas-côté du MacArthur Causeway. Sa Jeep Wrangler était tombée en panne sur les voies en direction ouest. Un policier venait tout juste de l'aider à pousser le véhicule sur la bande d'arrêt d'urgence afin de le sortir de la circulation. Gabriela était restée assise à l'intérieur, attendant du renfort. Gabriela était étudiante à la Florida International University, où elle suivait un cursus en art de la communication. Avant de s'installer aux États-Unis, elle avait obtenu son diplôme à l'Escuela Interamericana au Salvador. Sa vie tournait autour de l'éducation et de son désir de bâtir un avenir meilleur. Mais cette nuit-là, tout a basculé en quelques secondes. Avec elle se trouvaient 2 autres étudiants de la FIU, Daniel Kahn, 18 ans, et Mutazir Ali, 19 ans. Tous 3 venaient de quitter le South Beach Wine and Food Festival lorsque la Jeep de Gabriela s'était immobilisée. Les 2 jeunes hommes se tenaient non loin du véhicule, tandis que Gabriela patientait au volant. C'est alors qu'une Polestar modèle 2 argentée est arrivée. Au volant se trouvait Nicholas Devon Robinson, 24 ans. Ce dernier avait fêté son anniversaire dans plusieurs bars de South Beach. Selon la police, il conduisait en état d'ébriété à environ 160 km/h dans une zone limitée à 65 km/h, 40 miles par heure. Un officier de police accompagné de son chien remarqua le véhicule de Robinson fonçant dangereusement vers eux. Quelques instants plus tard, Robinson perdit le contrôle. Il se heurta une barrière en ciment puis s'écrasa à l'arrière de la Jeep de Gabriela. Le choc fut dévastateur. L'impact projeta la Jeep par-dessus un autre séparateur central, la faisant basculer dans les voies opposées. Gabriela fut éjectée du véhicule et retomba sur la chaussée près des débris. Transportée en urgence au Jackson Memorial Hospital's Ryder Trauma Center, ses blessures étaient trop graves. Malgré les efforts des médecins, elle n'a pas survécu. Daniel Kahn a également été blessé. Il a confié plus tard à CBS News Miami qu'il ne se souvenait que d'une chose: la voiture fonçant sur eux, puis la douleur de son bras cassé. Mutazir Ali, indemne physiquement mais profondément marqué, déclara: « C'était une très bonne amie pour nous. Je n'arrive pas à réaliser. Nous voulons justice. » Robinson, lui, semblait ignorer la gravité de la situation. Lors de son interpellation, il parut confus et demanda au policier: « Pourquoi vous m'arrêtez? C'est mon anniversaire. Vous avez arrêté l'autre voiture ?» Les agents ont noté son élocution pâteuse, ses yeux injectés de sang et une forte odeur d'alcool. En garde à vue, il a vomi et refusé de se soumettre à un test sanguin. Un mandat a été obtenu et son sang a finalement été prélevé sur place. Robinson fut d'abord inculpé pour conduite en état d'ivresse et conduite dangereuse ayant causé des blessures graves. Après la mort de Gabriela, les chefs d'accusation ont été requalifiés en homicide routier et homicide involontaire sous l'emprise de l'alcool, tous 2 considérés comme des crimes. Au tribunal, la juge Mindy S. Glazer du comté de Miami-Dade a qualifié l'affaire de grave, insistant sur la vitesse excessive et la confusion du conducteur. Elle a fixé sa caution à 200 000 $ et ordonné une assignation à résidence en cas de libération. Robinson est toujours détenu au Metro West Detention Center. Son avocat a plaidé non coupable, déclarant attendre les preuves du procureur. La famille de Gabriela, restée au Salvador, est représentée par l'avocat Jonathan Friedland, qui défend également Daniel et Mutazir. Les documents de police montrent que Robinson avait consommé de l'alcool dans un bar avant de rouler à une vitesse presque triple de la limite autorisée. Des témoins et des caméras de surveillance ont confirmé que son véhicule zigzaguait dangereusement avant le drame. Pour Daniel Kahn, la perte est immense. « C'était mon ami et je l'ai perdu. J'espère que le procureur mènera cette affaire jusqu'au bout et nous rendra justice. » Robinson fait désormais face à plusieurs chefs d'accusation criminels, dont homicide involontaire sous l'emprise de l'alcool, homicide routier, conduite dangereuse ayant causé des blessures et conduite en état d'ivresse ayant causé des blessures graves. Tragiquement, ce n'était pas le seul drame dans la région. Quelques mois plus tôt, une professeure de la FIU, Toshimi Abe-Janega, avait elle aussi perdu la vie dans un accident provoqué par une conduite imprudente. Pour Gabriela, cette nuit aurait dû être ordinaire. À la place, sa vie s'est brutalement arrêtée parce qu'un homme a choisi de conduire de façon irresponsable.